Et les arts chauds, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est très bizarre. Voilà. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais pas le temps. Ou la flemme, je sais pas. Ça dépend. Euh, voilà, donc j'avais écrit un script pour cette vidéo au final. J'avais écrit le script de cette vidéo pour la semaine dernière. Au final, il se trouve que j'avais vraiment pas envie de faire de vidéo. C'était pas un très bon moment pour faire une vidéo, je trouvais. Donc voilà, mais je voulais quand même en faire une aujourd'hui parce qu'en fait, je me suis rendu compte que cette vidéo serait beaucoup trop longue à faire en une seule partie. Je pense que ça prendrait facile 2 heures. Ce serait vraiment une vidéo de 2 heures. Et j'ai pas envie de faire ça. Du coup, je vais la séparer en deux parties. Et ce sera du coup la première fois que je fais une vidéo résumée en deux parties parce que oui, c'est bel et bien la vidéo résumée du mois de mars, bien qu'on soit le 19 avril ou le 20, je sais pas quel jour vous regardez ça. Ça va dépendre de si la vidéo va mettre longtemps à se publier ou pas. Donc, vous connaissez le concept, du coup, tous les mois, je fais un petit résumé du mois précédent, du coup. J'ai déjà fait pour janvier, où on avait parlé, du coup, des États-Unis, de la folie de Trump et de la ICE. On a fait février, où on a parlé de l'opération du CJNG au Mexique. Donc, c'est un cartel, et c'était assez dramatique, on va dire, enfin, assez épique. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de beaucoup moins fun que les deux vidéos précédentes parce qu'on va parler de la guerre, au final, la guerre au Moyen-Orient. Euh, je sais pas quel est le nom officiel de la guerre. Je crois que pour l'instant, c'est juste guerre au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis, en gros. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que ça va être le déroulement de cette vidéo? Donc, du coup, je vais vous faire d'abord un petit résumé, un petit état des lieux de globalement ce qui s'est passé du coup dans le mois de mars. Après, ouais. Après, du coup, on va parler du contexte, en gros, pourquoi cette guerre s'est produite au final. Ensuite, on va parler du prélude. Donc, en gros, comment la guerre a commencé. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé juste avant la guerre pour que ça, enfin, qui a déclenché les combats, en gros. Et après, on va parler des hostilités, donc en gros, tout ce qui est passé pendant la guerre, mais que les 2 premières semaines. Donc les 2 dernières semaines et après les répercussions de la guerre jusqu'à présent, ce sera la prochaine vidéo. Voilà, donc là, en gros, on fait le background et un peu le début de la guerre. Et après, on va finir toute la partie guerre et on va faire du coup les répercussions que ça a eu jusqu'au moment où la vidéo sortira, en tout cas. Parce que, alors du coup, je vais quand même faire une vidéo mise à jour jusqu'à aujourd'hui. Du coup, c'est-à-dire que ce sera techniquement oui, le résumé de mars, mais j'ai pas envie que le résumé d'avril soit sur cette guerre non plus. Du coup, ce sera un résumé en gros mars-avril. Voilà. Après, on pourra parler de cette guerre évidemment. Je pense que ce sera le sujet principal de la vidéo résumée de l'année 2026. La vidéo bug énormément. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est assez étrange. On va voir que j'avais pas le son. J'espère que ça va quand même enregistrer le son parce que ce serait un peu chiant sinon. Mais bon, voilà. Ouais, du coup, la vidéo a bug énormément, vraiment, je suis désolé. Donc, on va commencer du coup par le résumé de, de cette guerre. Donc, un petit résumé vraiment très rapide, hein. Alors, on va partir du coup du 28 février 2026. Je voulais pas parler de cette guerre pendant le résumé de février parce que je me suis dit vraiment ça a commencé certes le 28 février, mais bon, c'était le dernier jour de février, donc on s'en fout un petit peu. Alors, le 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes contre l'Iran, du coup. Vous avez compris que c'était les trois antagonistes, on va dire, principaux de la guerre. Donc ciblant des sites militaires et gouvernementaux, assassinant le guide suprême Ali Khamenei, on va beaucoup en parler de la famille Khamenei, vous inquiétez pas, et d'autres responsables iraniens, et causant des victimes civiles aussi. Donc ces attaques surprises ont eu lieu en pleine négociation entre l'Iran et les États-Unis. En représailles, l'Iran a mené des frappes de missiles et de drones contre Israël, des bases américaines et des alliés des États-Unis au Moyen-Orient, et a également fermé le détroit d'Ormuz, perturbant ainsi le commerce mondial.
Juste je rappelle, j'ai oublié de le dire, mais du coup c'est mis à jour jusqu'à la semaine dernière parce que j'ai écrit le script la semaine dernière, je l'ai pas mis à jour depuis. Voilà. Il s'est passé plusieurs trucs entre-temps, notamment du coup la fermeture et la réouverture du détroit d'Ormuz, mais voilà, on va pas en parler du coup dans cette vidéo. En tous les cas, on n'en aurait pas parlé, mais bon, voilà, c'est juste pour vous prévenir. Après le début de la crise au Moyen-Orient en 2023, l'Iran et Israël ont échangé des frappes de missiles en 2024, puis de nouveau lors de la guerre des 12 jours. La guerre de jour du coup en juin 2025. Vous en avez probablement entendu parler. Je crois que j'en ai parlé dans la vidéo résumé 2025 même. Voilà. Ce qui a entraîné une frappe aérienne américaine contre des sites nucléaires iraniens. Après, du coup, en janvier 2026, les forces de sécurité iraniennes ont massacré des milliers de civils lors de la répression, pardon, des plus importantes manifestations iraniennes depuis 1979. Pour ceux qui savent pas ce que c'est cette date 1979, c'est ce qu'on appelle la révolution iranienne, tout simplement. Donc, c'est assez important. Le président américain Donald Trump a réagi donc en menaçant d'une intervention militaire et en lançant le plus important renforcement militaire américain dans la région depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Pour ceux à qui ça ne parle pas cette date de 2003, je vous rappelle que c'est l'exemple que j'avais donné comme l'événement le plus important qui s'est passé de l'année 2003 dans mon résumé de toutes les années du 21e siècle jusqu'à présent. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très important. Les frappes aériennes israélo-américaines ont endommagé des bases militaires, des bâtiments gouvernementaux, des écoles, des hôpitaux et des sites patrimoniaux. Ça fait très mal du coup. En représailles, l'Iran donc a lancé des centaines de drones de missiles balistiques sur Israël et sur du coup des bases militaires américaines dans des pays arabes voisins. Je me répète un petit peu, mais du coup, on va préciser un petit peu plus. Donc, le Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont été la cible d'attaques iraniennes sur des bases américaines. L'Iran et ses alliés ont mené des frappes au Kurdistan irakien également. Un drone a frappé la base militaire britannique d'Akrotiri à Chypre aussi, et des missiles ont été abattus au-dessus de la Turquie. Des infrastructures civiles ont été touchées, pardon, notamment à Oman et en Azerbaïdjan. L'Iran a nié avoir attaqué l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan, pardon, Oman ainsi que la Turquie, affirmant qu'il s'agissait d'attaques sous faux drapeau. Le conflit entre le Hezbollah et Israël a dégénéré en guerre du Liban en 2026 également, donc cette année, faisant plus de 2000 victimes civiles et militaires. Donc il y a deux guerres en parallèle en fait, hein, c'est ça un peu qui est particulier par rapport à cette guerre. L'administration Trump a avancé des explications diverses et changeantes pour justifier le déclenchement de la guerre. Donc prévenir les représailles iraniennes après une attaque israélienne attendue, contrer une menace iranienne imminente, détruire les capacités balistiques de l'Iran, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, voilà, de s'emparer des ressources pétrolières iraniennes et réaliser un changement de régime important l'opposition iranienne au pouvoir. C'est donc une autre preuve que Trump ne sait pas ce qu'il veut au final. Donc des responsables iraniens et certains responsables américains ont rejeté les allégations selon lesquelles l'Iran préparait une attaque, même des Américains. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, parce que je sais peut-être qu'on va en parler, je sais plus trop, a déclaré que bien que l'Iran dispose d'un programme nucléaire ambitieux, on va dire, et ait refusé d'autoriser les inspections de ces sites endommagés après la guerre de 2025. Rien ne prouve l'existence d'un programme d'armement nucléaire en cours, voilà, donc c'est globalement du bullshit. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et plusieurs pays non impliqués ont condamné les frappes américano-israéliennes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution condamnant les frappes de représailles iraniennes contre les États du Golfe. Donc les critiques de la guerre, notamment des experts juridiques et en relations internationales, ont qualifié les attaques américaines d'illégales au regard du droit américain et de violation de la souveraineté de l'Iran au regard du droit du coup international. Donc globalement, plutôt tout le monde est d'accord que que les États-Unis ont fait de la merde en gros et que l'Iran répondant a aussi fait de la merde, mais c'est principalement leur faute à eux là, clairement. L'impact économique de la guerre comprend les plus importantes perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole depuis la crise énergétique des années 1970. Encore une fois, si vous ne connaissez pas cette date, elle est très importante. Je crois que vous avez compris le principe, que c'est une guerre incroyablement importante. Donc une flambée des prix du pétrole et du gaz, des perturbations dans le transport aérien et le tourisme, ainsi qu'une forte volatilité des marchés financiers, ça fait beaucoup. Les expéditions de pétrole et de gaz ont été perturbées par la fermeture du détroit d'Ormuz, par l'Iran et par les attaques israéliennes et iraniennes contre des installations énergétiques également. Le 19 mars, le coût de la guerre pour l'armée américaine était estimé à 18 milliards de dollars et le Pentagone a demandé 200 milliards de dollars supplémentaires, ce qui est absolument énorme. Du coup, je rappelle que les États-Unis sont le pays le plus endetté sur Terre.
donc c'est peut-être pas une très bonne idée. Le 31 mars, le coût pour les pays arabes était estimé à plus de 120 milliards de dollars, absolument énorme encore une fois. Le président Trump a revendiqué la victoire à plusieurs reprises et a affirmé à tort que l'armée israélienne avait été anéantie, iranienne, pardon, pas israélienne. Euh, il avait tort. Voilà. Je l'ai déjà dit, hein, mais oui, il avait vraiment tort pour le coup, c'est pas du tout le cas. Il a ensuite menacé à plusieurs reprises de détruire les infrastructures et la civilisation, gros guillemets, de l'Iran si ce pays ne concluait pas d'accord avec les États-Unis et ne retrouvait pas le détroit d'Ormuz, ne rouvrait pas pendant le détroit d'Ormuz. Ces menaces ont été faites sur les réseaux sociaux Twitter, je crois, ou enfin et sur Twitter et sur les réseaux sociaux de Trump, Truth Social. On va pas s'attarder là-dessus, sur le fait qu'il ne dit que de la merde au final. Hein. Ah, mon écran a gelé. C'est bon. Alors, ça va faire beaucoup ça va faire ça beaucoup de fois dans la vidéo. Parce que ça va être vraiment une vidéo d'1 heure, je pense. Donc, accrochez-vous. C'est mon message pour vous. Du coup, l'Iran, les États-Unis et Israël ont convenu d'un cessez-le-feu de 2 semaines, négocié par le Pakistan, à compter du 8 avril. Donc, nous, on n'est pas, pardon, on n'est pas compté dedans. C'est pas, enfin, on veut pas en parler dans cette vidéo, mais je fais quand même dans le résumé, parce que c'est le résumé de tout jusqu'à présent. Et ce cessez-le-feu a été immédiatement mis à rude épreuve par les frappes israéliennes au Liban. On en est là. Enfin, on en était là la semaine dernière. Entre-temps, ça a rechangé. Il y a eu un cessez-le-feu avec le Liban aussi, mais que Israël risque de ne pas tenir. Enfin, bref, passons. Du coup, on va parler d'abord du contexte. En gros, qu'est-ce qui s'est passé pour amener au fait qu'il y ait même eu l'idée de commencer une guerre en Iran de la part de Donald Trump et des États-Unis en général. Donc, on va revenir déjà en 1953 pour ce contexte. Donc, un coup d'État soutenu par les États-Unis et le Royaume-Uni, du coup en 1953, a renversé le premier ministre iranien, qui était démocratiquement élu d'ailleurs, hein, Mohammad Mossadegh, en raison de la nationalisation de l'industrie pétrolière, pardon, et a renforcé le pouvoir du Shah. Du coup, à l'époque, c'était Mohammad Reza Pahlavi. Voilà. Israël a maintenu des liens étroits avec l'Iran dans le cadre de leur stratégie d'alliance périphérique. Donc, jusqu'à présent, tout va bien au final. Enfin, tout allait bien en tout cas. Le ressentiment suscité par la soumission du Shah aux intérêts occidentaux et son régime autocratique a conduit à la révolution, je vous en ai parlé, de 1979, qui a renversé le Shah et instauré la République islamique, pardon, en Iran. Le nouveau régime, considérant les États-Unis et Israël, pourtant des alliés proches, hein, comme des insurgés dans la région et Israël comme un occupant des terres palestiniennes, a rompu les relations diplomatiques avec les deux pays et a retenu en otage le personnel de l'ambassade américaine pendant plus d'1 an. C'est énorme. Durant la guerre Iran-Irak des années 1980, les États-Unis ont apporté un soutien économique, de renseignement et militaire, pardon, indirect à l'Irak. Voilà, parce que ça aussi c'est important, la guerre Iran-Irak qui avait complètement chamboulé l'économie mondiale, notamment autour du pétrole. Vers la fin du conflit, donc en 1988, un navire de guerre américain a été touché par une mine iranienne. En représailles, les États-Unis ont attaqué la marine iranienne. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé, en tout cas, les mauvaises ententes entre les États-Unis et l'Iran. Hein. Quelques mois plus tard, les États-Unis ont abattu par erreur un avion civil iranien et parallèlement, l'Iran a lancé un programme de missiles balistiques afin de dissuader les attaques irakiennes. Je vais pas y arriver, je bégaye contre ces villes et de compenser du coup l'absence d'une force aérienne moderne, conséquence des sanctions. L'Iran s'est engagé dans des conflits par procuration dans la région, soutenant le Hezbollah notamment au Liban. En 2002, le programme nucléaire iranien a été révélé, entraînant des sanctions économiques et une cyberattaque américano-israélienne contre l'Iran. Et du coup, dans les années 2000, l'Iran a commencé à soutenir des milices combattant les États-Unis en Irak. Ces groupes armés, par procuration, ont intégré un axe de résistance informel dont l'objectif principal c'était de contrer l'influence des États-Unis et d'Israël au Moyen-Orient, qui, dois-je le rappeler, n'ont rien à foutre là. Voilà, je le dis, ils n'ont absolument rien à foutre au Moyen-Orient au final. Le conflit entre les États-Unis et l'Iran est devenu direct en janvier 2020 lorsque le président Trump, durant son premier mandat, a ordonné l'assassinat de Qassem Soleimani, commandant de la force Quds. Euh, voilà, je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Trump a fait de la merde, voilà, c'est tout. C'est ça que je veux dire. Donc les tensions entre l'Iran, les États-Unis et Israël sont exacerbées après les attaques du 7 octobre contre Israël et le début de la guerre de Gaza en 2023. Vous connaissez tous ces dates, je pense. On en a parlé moult fois sur cette chaîne, donc je pense que ça devrait aller.
Durant ce conflit, Israël a affaibli les milices soutenues par l'Iran au Moyen-Orient, notamment le Hamas à Gaza, mais également du coup le Hezbollah et d'autres groupes armés. Point. Les frappes israéliennes contre le consulat iranien à Damas et l'assassinat d'Ismail Haniyeh en Iran ont entraîné des ripostes israéliennes en avril et en octobre. C'est donc comme ça que Israël a lancé la guerre des 12 jours contre l'Iran en juin 2025, qui comprenait une frappe aérienne américaine visant à détruire les installations nucléaires iraniennes. Voilà, c'est pas rien, hein, je le rappelle. Le projet Ahmad iranien a été suspendu en 2003 suite à la fatwa Ali Khamenei contre les armes nucléaires. Khamenei, donc alors guide suprême de l'Iran et l'un des plus hauts dignitaires religieux chiites au monde, a émis cette décision religieuse interdisant tout développement d'armes nucléaires. L'Iran affirme ne pas chercher à se doter de l'arme nucléaire et que ses efforts d'enrichissement visent à produire de l'énergie nucléaire à usage civil. Euh, on y croit. Certains analystes britanniques et américains en ont conclu que l'Iran poursuit une stratégie de diversification nucléaire, ce qui serait logique au final. Les préoccupations du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant du coup le programme nucléaire iranien, apparu dès 2006, ont conduit à la création du plan d'action global commun, le GCPOA. Il y aura beaucoup de diminutifs dans cette vidéo, donc euh, faut arriver à retenir. Voilà. Même moi, je vais pas arriver à retenir, je pense. Enfin, je vais pas survivre à cette vidéo. Ça va être long. Vous pouvez la regarder en 7 fois si vous voulez, vraiment, ça me dérange pas. Donc les États-Unis se sont retirés du JCPOA en 2018. Le JCPOA a été créé en 2015 d'ailleurs, je rappelle. Et les États-Unis du coup ont rétabli les sanctions contre l'Iran, illustrant ainsi leur volonté de privilégier la force à la diplomatie dans leurs relations avec ce pays. La première administration Trump a adopté une stratégie de, je cite, j'attends que l'écran revienne parce que sinon c'est con. Ah, je cite, pression maximale. L'administration Biden, quant à elle, n'a pas allégé les sanctions économiques imposées à l'Iran et a au contraire renforcé ces mesures. Est-ce surprenant? En vrai un peu, mais bon, Biden c'est pas le président par excellence non plus, donc on va rien dire. La seconde administration Trump a réimposé la politique de pression maximale à l'Iran. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a qualifié l'effondrement du yuan en décembre 2025 de point culminant de cette stratégie. Yuan, donc, si je ne m'abuse, monnaie de l'Iran. Euh, Comment on dit? Devise de l'Iran, pardon. Donc, lors de son discours sur l'état de l'Union, le 24 février 2026, le président Trump a déclaré que l'Iran avait relancé son programme nucléaire et développé des missiles capables d'atteindre les États-Unis. Voilà. Quelques jours plus tard, l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc je rappelle, hein, c'est l'AIEA, a indiqué que l'Iran stockait de l'uranium hautement enrichi dans une installation souterraine restée allez, je ne sais pas parler, restée intacte lors des précédents affrontements. L'AIEA a précisé n'avoir aucune preuve que l'Iran dispose d'un programme d'armement nucléaire organisé ou soit en train de construire une bombe atomique, mais ne pouvait affirmer avec certitude que le programme nucléaire iranien dans son ensemble était exclusivement pacifique, hein, voilà, au moment de la publication de ce rapport en tout cas. L'accès à l'installation du coup lui ayant été refusé. Voilà. Israël est largement considéré comme possédant l'arme nucléaire, avec un stock estimé entre 90 et 400, c'est une grosse fourchette, ogives nucléaires. Israël est donc le seul pays doté de l'arme nucléaire à ne pas reconnaître officiellement sa capacité nucléaire, ce qui est original. Certains experts avancent que l'arsenal nucléaire israélien a incité l'Iran à développer son propre programme nucléaire, ce qui est perçu comme un moyen de maintenir l'équilibre de la dissuasion nucléaire, ou comme une source de course aux armements nucléaires régional, ce qui est également possible. Invoquant des menaces sécuritaires, Israël, je ne sais pas parler, Israël rejette les appels internationaux à adhérer au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, au TNP, du coup, hein, voilà, on fait des diminutions pour tout maintenant. Donc au TNP, ou à participer aux négations. Allez, faut pas mettre Israël et négation dans la même phrase, surtout pas le négationnisme en tout cas. Donc, aux négociations sur une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Du coup, cette position a contrarié les efforts diplomatiques des États-Unis et du Royaume-Uni en ce sens. Les experts suggèrent également que l'acceptation tacite par les
par les États-Unis de la capacité nucléaire israélienne est perçue comme une politique de deux poids, deux mesures qui nuit à leur crédibilité diplomatique dans les négociations sur du coup la non-prolifération au Moyen-Orient. Maintenant que vous avez du coup tout ce contexte-là, on va passer au prélude. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quelques mois avant le début officiel de la guerre? Pourquoi cette guerre? Donc, on va retourner en fin décembre 2025, lorsque des manifestations anti-gouvernementales massives ont éclaté en Iran. Vous en avez probablement entendu parler. Les Iraniens en avaient marre du gouvernement et on peut les comprendre, je pense, tout le monde peut les comprendre. Initialement motivée par le mécontentement du coup face à la crise économique, elle se transforme en appel explicite au renversement du gouvernement de la République islamique. Ces manifestations atteignent une ampleur sans précédent depuis la révolution de 1978, 79, rassemblant 5 millions d'Iraniens. Alors, certes, l'Iran a 90 millions d'habitants, mais quand même 5 millions, c'est énorme, c'est vraiment une très grosse part de la population, c'est plus de 5% de la population, ce qui est énorme au final quand on y pense. Le gouvernement iranien réprime la répression par des massacres de manifestants. Les incidents les plus meurtriers ayant lieu entre le 8 et le 10 janvier 2026, voilà, bonne année. L'agence de presse américaine Human Rights Activist News Agency, le HRANA, on va pas en reparler je pense, fait état du coup d'au moins 7007 décès et en recense 11 744 supplémentaires. Le gouvernement iranien avance le chiffre de 3117 morts, voilà, ils sont light, tandis que diverses sources sanitaires iraniennes non gouvernementales avancent le chiffre de 32 000 décès, ce qui est évidemment un petit peu plus. Le 2 janvier 2026, Trump a menacé d'une intervention militaire massive en Iran si le gouvernement décidait de tuer des manifestants pacifiques. Devinez quoi? Le 13 janvier, le lendemain de mon anniversaire, il a exprimé son soutien aux manifestants iraniens anti-gouvernementaux et leur a promis une aide imminente. Devinez quoi? Le 23 janvier, il a annoncé le déploiement d'une flotte américaine vers le Moyen-Orient, comprenant le porte-avions USS Abraham Lincoln, très bien nommé, et plusieurs destroyers lance-missiles, pardon. Le 13 février, Trump a ordonné au porte-avions du USS Gerald R. Ford, je sais qui c'est, si je sais qui c'est en plus, pardon. Si je m'étouffe, ça va pas aller. Et à ses navires, donc à l'USS Gerald R. Ford, d'escorte de se rendre au Moyen-Orient. Le 6 février 2026, l'Iran et les États-Unis ont tenu des négociations nucléaires indirectes à Mascate, qui est la capitale d'Oman. L'Iran a souligné que tout progrès dépendait de consultations menées dans les capitales. Un deuxième cycle de négociations nucléaires était prévu à Genève, mais bon. Entre le 15 et le 20 février, l'Iran a triplé ses exportations de pétrole et réduit ses stocks. Juste avant le début des frappes, le 27 février 2026, donc c'est vraiment la veille, le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaidi, annonçait une avancée décisive. L'Iran s'était engagé à ne jamais constituer de stock d'uranium enrichi et à accepter une vérification complète par l'AIEA. Donc c'est évidemment une grande avancée. De plus, l'Iran avait accepté de réduire irréversiblement son niveau d'enrichissement d'uranium au niveau le plus bas possible. Il avait donc pris des mesures très importantes. Monsieur al-Boussaidi, du coup, a affirmé que la paix était à portée de main. Les pourparlers devaient répondre le 2 mars. Après les attaques menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran, Michel Boussaidi se disait consterné et estimait que des négociations actives et sérieuses avaient été compromises. L'envoyé américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a déclaré que l'Iran avait entamé les récentes négociations nucléaires en insistant sur son droit inaliénable à l'enrichissement d'uranium, rejetant une proposition américaine d'enrichissement nul et s'inventant même que ces 460 kg d'uranium enrichi à 60% pourraient permettre de fabriquer 11 bombes nucléaires. Voilà, on revient sur les bombes. Des diplomates au fait des négociations avec l'Iran ont affirmé que M. Witkoff avait compromis les pourparlers en déformant les propos clés, déclarant que les négociateurs américains avaient mal interprété la proposition iranienne, notamment l'offre de l'Iran de suspendre l'enrichissement d'uranium pendant plusieurs années et les raisons pour lesquelles l'Iran s'est méfié de l'offre américaine de fourniture de combustible nucléaire, du coup. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, voilà, donc c'est normalement joyeux, les États-Unis ont publiquement annoncé le début de leur campagne de préparation. Voilà, c'est très joyeux. Le 19 février, le renforcement militaire américain a été décrit comme le plus important au Moyen-Orient depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Dois-je rappeler ce qui s'est passé? Le 23 février, du coup, Netanyahou a appelé Trump pour l'informer de la prochaine rencontre de Khamenei avec ses principaux conseillers
et du lieu de cette rencontre. Le 24 février, lors de son discours sur l'état de l'Union, Trump a accusé l'Iran de relancer ses efforts pour se doter de l'arme nucléaire et de capacités balistiques avancées susceptibles de menacer les États-Unis, l'Europe et les bases américaines et l'étranger. Devinez quoi? Il a averti que les États-Unis étaient prêts à agir si nécessaire. Bon, je vais arrêter de dire devinez quoi parce que ça devient chiant. Les services de renseignement américains ont indiqué que les menaces présumées de missiles balistiques iraniens à longue portée étaient infondées. De telles capacités n'ayant pu être développées qu'au plus tard en 2035 si l'Iran avait décidé de poursuivre ce projet. Le 25 février 2026, le ministre iranien, je sais pas pourquoi j'ai précisé 2026, on est en 2000, enfin, ignoré. Le 25 février, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré qu'un accord historique, et je cite, hein, historique avec les États-Unis pour éviter un conflit militaire était à portée de main, et je cite, avant la reprise des négociations à Genève. Du coup, M. Rakchi a souligné que la voie diplomatique devait être privilégiée pour éviter une nouvelle voie, qu'est-ce que je raconte? Pour éviter une nouvelle escalade. Malgré les fortes tensions et les renforcements militaires américains significatifs dans la région, il a réaffirmé sur les réseaux sociaux que l'Iran maintenait une position très claire, voilà, j'ai beaucoup de guillemets, contre le développement d'armes nucléaires tout en défendant son droit à la technologie nucléaire pacifique. Pacifique, hein. Selon le Wall Street Journal, le sénateur américain Lindsey Graham aurait présenté les arguments les plus convaincants à Trump en faveur d'une attaque contre l'Iran. D'après le Washington Post et le New York Times, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, aurait eu plusieurs conversations téléphoniques avec Trump pour l'inciter à attaquer l'Iran. Voilà, c'est super cool de sa part à Ben Salman, hein. Et la décision de Trump d'attaquer l'Iran serait intervenue après de nombreuses pressions exercées par les gouvernements saoudiens et israéliens. Voilà, on les remercie donc énormément. L'Arabie Saoudite a démenti ces allégations. Le Guardian a rapporté quelques jours avant l'attaque que la décision serait prise à l'issue d'une réunion à Genève sous la direction de Steve Witkoff et Jared Kushner. Le matin même, plusieurs hauts responsables militaires et du renseignement iranien, dont Khamenei, étaient réunis dans les bureaux du Conseil de sécurité nationale. Les services de renseignement américains et israéliens ont identifié trois réunions simultanées possibles entre les hauts dirigeants iraniens. Khamenei et ses collaborateurs se trouvaient à l'extérieur, en plein jour. On ignore comment les dirigeants américains et israéliens ont eu connaissance de leur position exacte. Voilà, petits espions. Où suis-je? Alors, quelques jours avant l'attaque, de hauts conseillers de l'administration Trump ont déclaré qu'il serait préférable qu'Israël frappe l'Iran en premier, afin que les États-Unis aient une meilleure justification pour entrer en guerre, bien sûr, après une riposte iranienne. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, je crois qu'on va pas mal en parler de lui, a révélé par la suite que la première attaque américaine contre l'Iran était due à une volonté israélienne d'attaquer les dirigeants iraniens, ce qui aurait mis en danger les forces américaines dans la région. Évidemment, Israël fait quelque chose et les États-Unis les suivent comme des petits toutous. Il a également indiqué que les États-Unis pourraient avoir suivi Israël dans le conflit, ce que Trump a contesté. Évidemment, c'est pas du tout réaliste. C'est l'heure des hostilités. Ouais, on va parler de la guerre. La vraie. Ouais, la bonne, la dure. Ouais. Donc, le 27 février, voilà, on commence la veille du vrai début, hein. À 15h38, heure HNE, donc 23h08, heure IRST. C'est pas ce que je raconte. Donald Trump à bord de Air Force One en direction de Corpus Christi, au Texas, mais quel beau nom, a donné l'ordre de lancer l'opération Epic Fury, mais quel beau nom. Le lendemain, vers 9h45, il est resté 1h15 HNE. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Des missiles américains, des drones et des avions de chasse. C'est pas si dur à dire. Des avions de chasse israéliens ont commencé à frapper l'Iran. Tiens donc. Ces frappes sont intervenues en pleine négociation sur le programme nucléaire iranien. Tiens donc. L'attaque a coïncidé avec le début du mois sacré du Ramadan, tiens donc, durant lequel les musulmans jeûnent de l'aube au coucher du soleil. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept de Ramadan, ça m'étonnerait. Voilà, voilà. Est-ce que c'est toujours Ramadan? Je crois pas, hein. Je sais pas. J'en ai aucune idée. L'opération, baptisée Opération Lion Rugissant par Israël, mais quel belon, a été menée par l'armée de l'air israélienne qui a annoncé avoir frappé 500 cibles militaires dans l'ouest et le centre de l'Iran lors de la plus importante sortie de combat de son histoire. C'est rien que ça. Des navires de la marine iranienne ont également été visés, parce que, évidemment.
Israël a par la suite déclaré que ces frappes initiales avaient nécessité le, le- le largage de plus de 1200 bombes en 24 heures. Voilà, c'est absolument énorme. C'est très très cher surtout. Un responsable américain a indiqué que des dizaines de frappes américaines avaient été menées par des avions basés au Moyen-Orient et depuis un ou plusieurs porte-avions, parce que voilà, on a les moyens. Selon Iran International, citant l'agence de presse iranienne Students News Agency, des milliers de membres du corps des gardiens de la révolution islamique, donc du CGRI, oui, corps gardien de la révolution islamique, CGRI, oui, c'est ça, dont plusieurs hauts responsables ont été tués ou blessés lors d'attaques contre plusieurs bases militaires. Plusieurs frappes ont touché le quartier de la rue Pasteur, oui, il y a une rue qui s'appelle Pasteur à Téhéran, oui, ça me choque, où se trouve le palais présidentiel et le Conseil national de sécurité. Ces frappes ont été accompagnées de cyberattaques contre des infrastructures, bien évidemment, les médias et les applications mobiles iraniennes avec des messages appelant les Iraniens à se soulever contre leur gouvernement. Moi, je trouve ça fou, vraiment, on dirait un épisode de Black Mirror, là, ça commence à devenir dingue. Ces cyberattaques ont provoqué une coupure quasi totale d'Internet en Iran durant plus de 60 heures. La connectivité chutant à seulement 1% de son niveau normal et perturbant les communications gouvernementales, les médias d'État et les services publics. C'est donc un énorme problème ce jour-là, hein. Depuis, l'Iran a restreint l'accès à Internet à sa population, ne l'autorisant qu'aux utilisateurs agréés par le gouvernement. Donc en gros, tu ne peux plus aller sur Internet en Iran. Voilà. Euh, des responsables... Et j'en baille. Des responsables militaires israéliens ont déclaré que des mois de planification avaient précédé leur frappe, leur permettant de cibler précisément leurs objectifs, d'obtenir un effet de surprise et de bénéficier au soutien des États-Unis. Voilà. Le fait d'attaquer le matin plutôt que la nuit, comme lors de la plupart des précédentes attaques israéliennes contre l'Iran, parce que voilà, ils ont l'habitude maintenant, ils savent où aller, hein, vraiment, ils connaissent le chemin par cœur, a renforcé cet effet de surprise. Après le début des frappes, Israël a décrété l'état d'urgence. Évidemment, c'est eux qui le décrètent, invoquant la crainte de représailles iraniennes et a exhorté ses citoyens à rester dans des zones sécurisées. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse, voilà, parenthèse, je mets une parenthèse comme ça pour dire quel culot, voilà, j'enlève la parenthèse. Israël a mobilisé 20 000 réservistes en plus des 50 000 déjà en service. Ben dis donc. Le ministère israélien de la Santé a transféré ses hôpitaux sous terre. Voilà. C'est marrant d'agir comme si on était l'Ukraine dans la guerre, alors que ben, vraiment, là, I'm sorry, mais tu es un peu your orbit the Russie en fait. Voilà, c'est tout. Donc, Israël a ordonné aux civils iraniens résidant à proximité des industries et infrastructures militaires d'évacuer immédiatement. Il demande beaucoup de choses hein, pour, au final, même s'il se passe. Il n'y a pas grand chose au final là, hein. Le 28 février à 2h30 à Cheneux, arrêtez de demander ce que ça veut dire. Je vous sens venir dans les commentaires, mais qu'est-ce que ça veut dire à Cheneux? Je ne sais pas. Donald Trump a publié une déclaration vidéo de 8 minutes sur Truth Social, son réseau social. J'ai dit beaucoup trop le mot social, affirmant que les frappes américaines en Iran visaient en réalité un changement de régime. Bien sûr, en changeant de régime, on va aussi changer la moitié de la population. Trump a déclaré que les activités menaçantes, tellement menaçantes, de l'Iran mettaient en danger les États-Unis et leurs alliés. Beaucoup de danger, un gros, gros danger, hein, vraiment gros danger. Il a cité la crise des otages en Iran, le soutien apporté à des groupes armés comme le Hamas et le Hezbollah, ainsi que le massacre de manifestants. Voilà, réel danger au final. Allez, nickel, j'arrive. Je peux pas m'empêcher de faire tomber des trucs. Donc, je sais même plus où j'en étais. Ah oui, on était à Trump qui disait que de la merde. Donc, Trump a également évoqué les slogans iraniens mort à l'Amérique et les attaques présumées contre des civils et des soldats américains comme preuve des intentions de l'Iran à l'encontre des États-Unis. Si seulement il savait que même des gens aux États-Unis disent ça. Trump et Benjamin Netanyahou ont tous deux mis en garde contre la menace nucléaire iranienne et ont appelé le peuple iranien à renverser son gouvernement. Le Times of Israel, parce que oui, ils sont tellement peu originaux qu'ils ont juste repris New York Times, ils ont fait Israel Times. Voilà, c'est simple. Ça aurait été mieux de Tel Aviv Times, mais on va rien dire. A rapporté que le ministre de la Défense, Israël Katz, oui, le ministre de la Défense d'Israël s'appelle Israël. C'est ok. Donc Israël Katz a qualifié les frappes d'attaques préventives, je mets les guillemets, destinées à, attention, éliminer les menaces pesant sur l'État d'Israël. Encore une fois, tellement de menaces. L'Iran a rejeté les accusations d'attaque contre les États-Unis, citant la posture agressive des forces armées américaines comme preuve.
Les forces iraniennes ont réagi en quelques heures en lançant des missiles et des drones. L'Iran a baptisé sa riposte militaire Opération Promesse Vraie 4. Je trouve ce nom absolument fantastique. Vraiment, en fait, on dirait que des noms de jeux vidéo ou de films ultra épiques d'action, là, alors que vraiment, mais c'est des missiles, quoi. Enfin, non, pardon, c'est des ripostes, quand même, hein, c'est des opérations militaires. Et ils donnent des noms genre, ouais, le lion rugissant, la promesse vraie 4, mais waouh! Bref. Les médias d'État iranien ont également qualifié les événements de guerre du Ramadan. Je trouve ce nom un peu drôle. Voilà. L'attaque américano-israélienne coïncidant avec le début du mois sacré de Ramadan. C'est vrai que quelle coïncidence au final, on se demande vraiment pourquoi ils ont fait à ce temps-là. L'Iran a mené des frappes contre des cibles israéliennes à Tel Aviv et à Haïfa, deux grandes villes israéliennes, ainsi que dans plusieurs pays de la région du Golfe Persique. Parmi les principales cibles figuraient Manama, la capitale du Bahreïn, l'aéroport international du Koweït, Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis du coup, Riyad et la province orientale d'Arabie saoudite, ainsi que l'aéroport international d'Erbil et le consulat général des États-Unis à Erbil, dans la région du Kurdistan irakien. Ça fait beaucoup d'endroits du coup, au Moyen-Orient. L'Iran a annoncé avoir mené des frappes contre les bases américaines d'Al Udeid au Qatar, d'Ali Al-Salem au Koweït, d'Al Dafra aux Émirats arabes unis et contre le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn. Encore une fois, beaucoup d'endroits ont été frappés, apparemment. Selon des sources locales, l'Iran a utilisé des drones Shahed parmi les armes les plus employées par l'Iran et ses alliés, notamment, du coup, on le répète, le Hamas et le Hezbollah. Le 1er ou le 2 mars, l'Iran a également mené des frappes contre les bases radars des systèmes de défense antimissiles américaines THAAD en Jordanie, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, détruisant au moins l'une d'entre elles. C'est pas mal. Israël a lancé une nouvelle vague de frappes contre des cibles iraniennes. L'Iran a tiré des missiles et des drones sur, c'est reparti pour la liste, Bahreïn, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le Royaume-Uni a également signalé 2 missiles tirés en direction de Chypre, mais a précisé ne pas croire qu'il visait Chypre. Voilà. Même le Royaume-Uni dit que c'est de la merde. Cependant, les présidents de Chypre et de Chypre du Nord ont tous deux démenti ces allégations. Deux pétroliers, le Skylight battant pavillon des Palaos, pardon, et le MKD VYOM battant pavillon pardon, des îles Marshall, ont été pris pour cible large des côtes d'Oman. Voilà. Le trafic maritime dans les détroits d'Ormuz a été complètement paralysé avec 150 cargos, dont de nombreux pétroliers immobilisés. C'est un peu con du coup, hein. On peut remercier ça pour la crise du pétrole actuellement. Pour prévenir de nouvelles frappes iraniennes, le groupe E3, donc Royaume-Uni, France et Allemagne, s'est engagé à soutenir si nécessaire des mesures militaires défensives proportionnées, je dis bien proportionnées, c'est très important, contre les drones et les missiles balistiques, laissant entrevoir la possibilité d'une implication directe. Pas fou. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que les États-Unis pouvaient utiliser des bases britanniques pour des frappes défensives contre l'Iran et a révélé que des spécialistes ukrainiens et d'autres pays apporteraient leur concours aux efforts du Golfe pour contrer les frappes de drones iraniens. Hurrah. CNN a rapporté que le prince héritier saoudien Salman, avec le soutien des États-Unis, a promis d'employer la force militaire contre toute nouvelle incursion iranienne, qualifiant les frappes iraniennes de lâches. Voilà. Compte tenu du fait que l'espace aérien saoudien est fermé aux attaques américaines et israéliennes. Le 1er mars, Trump a annoncé que les États-Unis avaient accepté une proposition iranienne de reprise des négociations. Cependant, Ali Larijani a par la suite exclu toute discussion. Voilà, évidemment. Le 2 mars, l'ambassade américaine au Koweït a été touchée et fermée indéfiniment. Aucune victime n'a été signalée, ne vous inquiétez pas. Les pétroliers Stena Imperative, battant pavillon américain, et Atenova, battant pavillon hondurien, ont également été touchés. Un haut responsable et conseiller du commandant des gardiens de la Révolution a déclaré qu'il incendierait tout navire traversant le détroit d'Ormuz et a ajouté qu'aucun pétrole ne quitterait la zone. Super. Le Qatar a abattu 2 bombardiers iraniens Su-24 en terrain de voiture, je suis désolé. Un SUV, genre un truc comme ça, un Su-24, voilà. Devenant ainsi le premier pays à abattre un avion iranien dans ce conflit. Voilà, c'est bien. Le ministère qatari de la Défense a annoncé que la zone industrielle de Ras Laffan et la zone industrielle de Messayed avaient été touchées par 2 drones iraniens. On va ensuite passer au 6 mars, selon une analyse d'images satellites réalisée par Bloomberg et l'Institut de recherche sur l'économie de l'énergie et la Société de Tokyo.
Ras Laffan, principal terminal gazier du Qatar, ne semblait pas avoir été endommagé avant l'arrêt brutal de la production, qui a entraîné une hausse des prix du carburant. Voilà. On se demande du coup pourquoi la hausse des prix du carburant, machin, voilà. On remercie Ras Laffan. Les États-Unis et Israël ont attaqué le complexe nucléaire de Natanz et les médias iraniens ont fait état des dégâts aux hôpitaux Khatam al-Anbiya et Gandhi. Oui, on parle bien de Mahatma Gandhi. Un incident de tir ami, pas de tiramisu, s'est produit lorsqu'un pilote de FA-18 de l'armée de l'air koweïtienne, je sais pas comment on dit, a abattu trois chasseurs F-15E américains. Je trouve toujours ce nom délirant, genre FA-18, F-15E, Su-24. C'est quoi? Ça m'aide pas en fait. Israël et le Hezbollah ont échangé des frappes, bien sûr. Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes et des missiles sur Israël en représailles à l'assassinat de Khamenei. Le Hezbollah a par la suite affirmé que l'attaque était un acte défensif. Quelle défense? Après plus d'un an d'attaque israélienne malgré un cessez-le-feu signé en 2024. Je remets une parenthèse pour dire quel culot. Il a ajouté avoir repris les combats pour contraindre Israël à cesser son agression et à évacuer les territoires libanais occupés, du coup soulignant que cette action n'avait aucun lien avec la guerre, bien sûr. Le Liban interdit toute activité militaire du Hezbollah après les attaques. Ça a très bien marché. Un porte-parole de Tsahal a publié une déclaration d'urgence affirmant que l'attaque devait être considérée comme, et je cite, une déclaration de guerre officielle du Hezbollah et s'est engagé à neutraliser la menace. Bel euphémisme. Israël a mené des frappes dans le sud du Liban, à Beyrouth et dans la vallée de la Beka. Pas Burger King, hein, juste Beka. L'armée israélienne a déclaré avoir tué Hussein Makled, je ne sais pas, chef du renseignement du Hezbollah, c'est pas mal, lors de ses frappes. Voilà. Au Liban, elle a également tué Adam Adnan Al-Othman. Pardon. Je vais essayer de pas rire à ce nom, mais c'est Adam Adnan, Adam Adnan Al-Othman. Voilà, c'est très drôle. Chef des brigades Al-Quds, branche armée du djihad islamique palestinien. Le nom me fait toujours rire, je suis désolé. La base aérienne royale d'Akrotiri à Chypre, du coup, a été la cible d'une frappe de drone aux alentours de minuit, heure locale. L'une d'elles a causé des dégâts mineurs. Une autre frappe sur Chypre a conduit la Grèce à annoncer le déploiement de frégates et de F-16 pour défendre l'île contre d'éventuelles nouvelles attaques iraniennes. Voilà, encore des noms tellement originaux. Le groupe militant pro-iranien Gardien de la brigade de sang, c'est un super nom ça aussi, a revendiqué des attaques contre la base américaine Victory près de l'aéroport international de Bagdad et contre Erbil de la région du Kurdistan irakien, je le répète. La résistance islamique en Irak a revendiqué plus de 23 frappes de drones contre des installations américaines à Erbil. Le 3 mars, des frappes américaines et israéliennes auraient détruit le siège du Conseil suprême de sécurité nationale, le CSSN, le bâtiment du Conseil de pardon, le bâtiment du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime à Téhéran, ainsi qu'un site d'armement nucléaire souterrain, Minzadai, selon les autorités israéliennes. La proximité de ces frappes avec la centrale nucléaire de Boucher, située à environ 12 kilomètres, pas beaucoup au final, a contraint l'agence russe Rosatom à suspendre la construction de nouvelles unités et à évacuer le personnel non essentiel, faute de communication avec les autorités iraniennes. Les responsables américains ont déclaré que les forces américaines avaient gravement endommagé les capacités navales iraniennes, principalement dans le golfe d'Oman, pardon, où plusieurs navires de guerre iraniens auraient été détruits et des bases stratégiques touchées. Des débris d'une frappe aérienne ont endommagé le palais de Golestan, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est triste. Ce qui a conduit l'UNESCO à publier une déclaration affirmant que destruction, ça va aller, de biens classés au patrimoine mondial est contraire au droit international. Voilà, c'est assez triste au final. Là, j'avoue que c'est un peu triste quand même. Le 3 mars, Israël 4, je ne me remettrai jamais de ce nom non plus, a autorisé une invasion terrestre au Liban. Cette offensive a été suivie d'une incursion terrestre dans le sud du Liban par les forces de la 91e division, dans le but d'établir une couche de sécurité pour les résidents israéliens et les résidents israéliens des colonies du nord. Pardon pour ce bougeage de caméra. Des colonies du nord face au Hezbollah et de détruire leurs infrastructures à la frontière israélo-libanaise. Je rappelle que le Liban est le voisin du nord d'Israël. Le gouvernement libanais a rapporté que ces attaques préventives israéliennes avaient atteint Kfar Kela et Kouza. Ça s'écrit pas comme vous pensez que ça s'écrit Kouza.
contraignant l'armée libanaise à se redéployer depuis les postes frontières nouvellement établis face à l'escalade de l'activité israélienne en violation de l'accord de cessez-le-feu israélo-libanais de 2024. Israël a également annoncé avoir tué Daoud Alizadeh, commandant de la branche libanaise de la Force Quds à Téhéran. Je crois que je vais pas tenir avec ces noms vraiment en fait. Ils sont pas nécessairement de rôle, mais c'est juste qu'ils sont tellement chiants à prononcer et à retenir que voilà. Bref, j'arrête de me plaindre. Des diplomates occidentaux et d'autres sources ont indiqué au Jerusalem Post que le Qatar avait mené des frappes contre l'Iran après que ce dernier eut tenté de... Oui, je fais du français un peu moderne, je sais, un peu... Enfin, pas moderne, du coup, un peu contemporain. Voilà. Eut tenté de frapper l'aéroport de Doha et que le Qatar eut abattu deux bombardiers iraniens, mon préféré, Su-24, le SUV, bien sûr. La chaîne 12 a également fait état de frappes qatari. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, a nié l'accusation selon laquelle le Qatar aurait rejoint la campagne visant l'Iran. Campagne. Un général des gardiens de la révolution a averti que le Qatar frapperait tous les centres économiques du Moyen-Orient. Et Abbas Araghchi a déclaré que toute intervention militaire européenne à titre défensif serait considérée comme un acte de guerre. Yes. Le 4 mars, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, je vous avais dit qu'on en reparlerait, annonça que les attaques américano-israéliennes contre l'Iran s'intensifieraient. Trop bien. Des frappes israéliennes touchèrent le quartier général de Basij. Ouais. Mojtaba Khamenei survécut aussi à un raid aérien. L'armée de l'air israélienne annonça qu'un F-35I Adir, très bon nom, avait abattu un Yak-130 iranien, aussi très bon nom, de fabrication russe au-dessus de Téhéran. C'était la première fois qu'un F-35 abattait un avion de chasse piloté en combat aérien et aussi la première fois que l'armée de l'air israélienne abattait un appareil depuis 1985. Voilà, quel talent. L'Iran a lancé des frappes contre la base aérienne d'Al Udeid et la raffinerie de pétrole d'Aramco à Ras Tanura. Si vous ne comprenez rien à ce que je dis, c'est normal. Les États-Unis ont ordonné l'évacuation des travailleurs non essentiels à Chypre en prévision de frappes iraniennes et ont émis un avertissement aux voyageurs concernant le pays également. Un missile balistique tiré depuis le territoire iranien a été intercepté par les systèmes de défense aérienne intégrés de l'OTAN, alors qu'il pénétrait dans l'espace aérien turc, marquant du coup une escalade significative du conflit régional, parce que la Turquie quand même fait partie de l'OTAN, hein, je rappelle. La Turquie a revendiqué son droit à la légitime défense après que le missile a atterri à Dörtyol, dans la province de Hatay, et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que l'alliance était déterminée à défendre la Turquie. Voilà, donc en gros ça pourrait dégénérer. Enfin, ça aurait pu dégénérer, on va dire plutôt. La frégate iranienne Iris Dena a été coulée dans l'océan Indien par le sous-marin américain USS Charlotte. Très bon nom pour se dire que au final USS Charlotte c'est un peu un engin de guerre au final, hein, à environ 74 km, donc 40 000 nautiques au sud de Galé au Sri Lanka. Ou Gal, je sais pas comment ça se prononce. Le navire rentré en Iran après avoir participé à la revue navale internationale 2026 et à l'exercice multilatéral Milan, très, très bon nom, encore une fois, à Visakhapatnam en Inde. J'adore les noms de villes en Inde, vraiment c'est fou, entre Visakhapatnam et comment ça s'appelle, Tiruvananthapuram, voilà. C'est bien, c'est vraiment bien ces noms de villes. J'imagine que tout est au sud de l'Inde, vers Kerala, Tamil Nadu, tout ça, mais bon. Si vous ne comprenez rien à ce que je dis, c'est encore une fois normal. Alors, cet exercice interdisait aux navires participants d'embarquer des munitions et les États-Unis savaient probablement que la DENA était sans défense, puisqu'ils avaient également dépêché un avion de patrouille maritime. Il s'agissait du premier navire coulé par un sous-marin en situation de combat actif depuis la guerre des Malouines et du premier par un sous-marin américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, date importante, on peut considérer que oui. Selon l'armée iranienne, 104 Iraniens ont été tués et 32 blessés lors de cette attaque. J'arrête pas de faire bouger la caméra. Est-ce que je suis chiant? Est-ce que je vous donne le mal de mer? C'est ça la question principale. Le gouvernement azerbaïdjanais du coup a déclaré le 5 mars que deux drones iraniens avaient frappé l'enclave azerbaïdjanaise de Nakhitchevan. J'adore aussi les noms de villes d'enclave azerbaïdjanais. Azerbaïdjanaise plutôt. Oui. J'en baille encore. Endommageant un aéroport et blessant deux civils. Est-ce que c'est professionnel de bailler pendant que je fais une vidéo? Il est 18h53, je considère que j'en ai plus rien à foutre. Donc,
Keir Starmer a confirmé que les bases britanniques à Chypre seraient utilisées pour défendre l'espace aérien jordanien contre les drones iraniens, tandis que l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne ont confirmé l'envoi de navires de guerre pour défendre Chypre. Tout le monde est prêt. Tout le monde est ready à partir en guerre. La troisième guerre mondiale, là, ils sont chauds, ils sont chauds. L'Irlande a déclaré être disposée à protéger Chypre et à rejoindre la coalition de défense européenne mobilisée autour de l'île si celle-ci en faisait la demande. Tout le monde est prêt, vraiment. Même l'Irlande, qui sont pourtant plutôt neutres, hein, on va pas se mytho là-dessus. L'armée israélienne a tué Wassim Attallah al-Ali, pardon, responsable du Hamas à Bedawi au Liban. Le 6 mars, Trump a déclaré qu'il n'y avait aucune limite de temps quant à la durée de la guerre. Il a vraiment beaucoup de culot, lui aussi, hein, vraiment. Je vais te dire le mot culot de combien de fois dans cette vidéo, que ce soit en parlant de Israël, Israël 4, je sais pas quoi, ou de Donald Trump, puis je failli dire un gros mot. Donc, quant à la durée de la guerre, du coup, tandis que Exet a affirmé qu'elle ne faisait que commencer. J'ai oublié les guillemets. Elle ne fait que commencer la guerre. Le 6 mars au final. Ça fait une semaine, mais elle ne fait que commencer. Il avait pas tort, malheureusement. Le pétrolier iranien Iris Boucher a été interné par la marine sri-lankaise, une première depuis la Seconde Guerre mondiale pour un navire de guerre interné dans un pays neutre. Le 7 mars, les États-Unis ont dépêché un troisième porte-avions, l'USS George H.W. Bush. Voilà, il y a évidemment un porte-avions nommé après George Bush au Moyen-Orient. Le porte-avions britannique HMS Prince of Wales, parce qu'ils avaient la flemme de dire son nom, le Prince of Wales, a été placé en état d'alerte renforcée afin de défendre les intérêts britanniques dans la région. Le 7 mars, Pezeshkian a déclaré à la presse que l'Iran cesserait toute attaque contre ses voisins à compter de cette date, sauf si l'attaque provenait de son territoire. Super. Malgré cette déclaration, l'aéroport international de Dubaï a été la cible d'une attaque de drone iranien. Hilarant, au final. Belle blague, monsieur Pezeshkian. NDTV a rapporté qu'après une semaine d'hostilité, l'Iran ne disposerait plus que d'un millier de missiles balistiques environ. Le 7 mars, des missiles balistiques ont été tirés depuis Bahreïn vers l'Iran, probablement par les forces américaines, probablement, quasi certainement. Hein. Le 8 mars, Mojtaba, le deuxième fils de Khamenei, a été désigné comme nouveau guide suprême de l'Iran. Voilà, comme si c'était pas assez évident avant. Euh, le même jour, le commandant central américain a publié un message sur X en persan et en arabe, exhortant vivement les civils iraniens à rester chez eux et affirmant que le régime iranien met sciemment en danger des vies innocentes en utilisant des zones civiles densément peuplées pour mener des opérations militaires, notamment le lancement de drones d'attaque à usage unique et de missiles balistiques. Ça, tout le monde le sait. Des frappes aériennes israéliennes ont touché des installations de stockage de pétrole iraniennes, faisant 4 morts. Des frappes sur des dépôts de carburant près de Téhéran ont provoqué un véritable brasier qui a inondé les rues avoisinantes. Et la ville s'est retrouvée enveloppée d'un épais nuage de fumée noire, hein, ça fait bien peur ça aussi, accompagné de pluies noires, toxiques et acides. Hurrah. Les autorités iraniennes ont conseillé aux habitants de rester chez eux, de porter des masques à l'extérieur et d'économiser la nourriture et le carburant. En gros, ne mangez plus, ne vous déplacez plus, portez les masques, c'est la quarantaine. C'est le retour du Covid, mais cette fois, ça ressemble plutôt à la peste. Ou le choléra, je ne sais pas. Le Koweït a annoncé la mort de 2 de ses officiers en service. La protection civile saoudienne a indiqué qu'une frappe sur un complexe à Al-Kharj avait fait 2 morts et 12 blessés. Le commandement central américain a annoncé la mort d'un 7e militaire américain suite à une attaque iranienne. Le ministère britannique de la Défense a confirmé que ses forces avaient intercepté un drone iranien se dirigeant vers l'Irak. Il a également annoncé son intention d'envoyer un hélicoptère Merlin, bon nom, dans la région afin de contribuer à la détection des futures menaces aériennes. J'en suis un peu, je ne sais plus parler. Selon le Croissant Rouge iranien, c'est presque la Croix-Rouge, mais pas vraiment. 65 écoles et 32 établissements médicaux, hôpitaux et pharmacies, notamment, ont été pris pour cible depuis le début du conflit et plus de 10 000 sites civils ont été endommagés. C'est évidemment énorme. Dois-je le rappeler. Le 9 mars, l'OTAN a confirmé l'interception d'un second missile balistique au-dessus de l'espace aérien turc qui a atterri dans la région de Gaziantep cette fois-ci. Parallèlement, la Turquie a déployé 6 F-16, 6 fois des F-16, pas un truc 6 F-16. Bref, et des systèmes de défense aérienne à Chypre du Nord pour assurer sa sécurité. Après s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine, Trump a affirmé que la guerre est pratiquement terminée. Il a dit ça le 9 mars. On est le 19 avril. Elle est toujours là. Mais non. Euh,
Pourquoi OneDrive m'envoie un message pour me dire que il peut utiliser de l'intelligence artificielle? J'en bats les couilles, OneDrive. Arrête. Pardon, je me parle à moi-même pendant cette vidéo, c'est ok. Trump a aussi déclaré que nous avons déjà gagné la guerre à bien des égards. Et oui, qu'est-ce qu'il est rigolo celui-là. Donc, il a également affirmé que le détroit d'Ormuz était ouvert. Voilà, c'est la fête, il est ouvert, le détroit d'Ormuz. Ouais. Tout en manifestant son intérêt pour le contrôle de ce détroit par l'Iran. Parce qu'évidemment, ce serait les États-Unis qui devraient contrôler ce détroit, sachant qu'ils sont à 10 000 km de là. Voilà. Trump est revenu sur certaines de ses déclarations lors d'une conférence de presse tenue plus tard dans la journée. Évidemment, il change de décision 8 fois par jour, ça c'est connu. Soutenant le secrétaire à la défense Pete Hegseth, qui déclarait que la guerre n'était que le début de la construction d'un nouveau pays et qu'elle prendrait fin bientôt. Bientôt, je ne sais pas ce que c'est bientôt pour lui, j'imagine que bientôt c'est 3 ans. Cependant, Trump a également annoncé que les États-Unis mèneraient mardi leurs frappes les plus intenses. Je ne sais pas de quel mardi je parle du coup. Mais c'est ok, voilà, ils mèneraient un jour leur frappe les plus intenses. Donc, suite au soutien apporté par le président du Syrien, allez, ça ne veut rien dire, par le président syrien Ahmed al-Sharia à l'objectif du Liban de désarmer le Hezbollah, le groupe a ciblé la ville d'Inkil en Syrie. Une douzaine de bombardiers B-1B, c'est très drôle aussi, sont arrivés sur des bases en Europe. 5 ont atterri sur la base aérienne royale de Fairford au Royaume-Uni, rejoignant 3 bombardiers B-52, tandis que 3 autres ont été redirigés vers la base aérienne de Ramstein en Allemagne. Des brouillages GPS d'origine incertaine ont perturbé la navigation des navires près du détroit d'Ormuz, ce qui pourrait entraîner des accidents catastrophiques pour les pétroliers, bien sûr. Le département d'État américain, avec le soutien de l'Arabie Saoudite, a désigné la branche soudanaise des Frères musulmans, une organisation islamiste soudanaise, comme organisation terroriste en raison de ses liens avec l'axe de la résistance. Voilà, rien à voir. Des membres de leur milice ont combattu aux côtés des gardiens de la révolution iranien, donc CGRI, je rappelle, suite au contact établi avec le bataillon Al-Bara ibn Malik, très chiant à dire, lors de l'intervention iranienne au Soudan. Le 10 mars, un haut commandant des CGRI a déclaré que l'Iran ne tirait que des missiles d'une charge utile de 1000 kg ou plus. L'AFP a rapporté que les attaques iraniennes étaient les plus intenses et les plus massives depuis le début de la guerre. Cela témoigne donc d'un changement de tactique passant de la saturation des défenses aériennes à des frappes de pénétration à fort impact. Suite au soutien apporté par la présidence syrienne au désarmement du Hezbollah et à une campagne de mobilisation de l'armée syrienne à la frontière libanaise, des obus tirés depuis le Liban ont touché la ville de Sergaya à 20 km de Damas, où étaient stationnées les forces armées syriennes. Ces frappes ont été confirmées par l'autorité des opérations de l'armée syrienne. Plus tard dans la journée, Israël a mis un ordre d'évacuation urgent pour les banlieues sud de Beyrouth. Voilà, maintenant il demande aux habitants de Liban de se barrer carrément. L'amiral américain Brad Cooper a indiqué que le rythme de tir de missiles balistiques iraniens avait chuté de 90% depuis le début du conflit et celui des tirs de drones de 83%. L'analyse de défense Agijaf a rapporté une baisse de 92% pour les missiles de 480 à 40 et pour les drones de 720 à 60. C'est du coup énorme, hein. Grosse baisse. Le 11 mars, 11 bombardiers B1 et 3 bombardiers B-52 américains ont été déployés sur la base aérienne de Fairford du coup au Royaume-Uni. Des photographies à longue portée ont révélé la préparation du chargement des bombes. Cette opération faisait suite à la déclaration du secrétaire à la guerre américain, du coup Pete Hegseth, je répète. Hegseth, je répète, ça rime, très drôle. J'en ai marre. C'est une vidéo qui est incroyablement longue, j'ai mal à la tête. Donc, selon laquelle il s'agissait de la journée la plus intense de frappe en Iran. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Probablement pas. Bien que les cibles de la mission demeurent inconnues. Une agence de la banque CEPA à Téhéran a été touchée par une frappe, ce qui a incité les gardiens de la révolution iranienne à avertir qu'ils pourraient riposter en frappant des banques américaines ou israéliennes dans la région. L'Iran a mené une cyberattaque contre Stryker, une entreprise américaine de fourniture médicale. Le 12 mars, l'UNICEF a indiqué que plus de 1100 enfants avaient été blessés ou tués, 200 en Iran, 91 au Liban, 4 en Israël et 1 au Koweït. Que des centaines de milliers d'autres avaient été déplacés et que des millions d'autres n'étaient plus scolarisés en raison des violences liées au conflit depuis son début. On se doute que la plupart sont en Iran, malheureusement. L'organisation a également souligné que ce chiffre allait probablement augmenter. Le vice-ministre iranien du renseignement, Akbar Ghaffari, a été tué lors d'une frappe aérienne. Une attaque iranienne a provoqué l'incendie de 2 pétroliers au large des côtes irakiennes, faisant un mort et contraignant
l'Irak à suspendre toutes ses activités pétrolières. Là, on est vraiment dans la partie pas fun du tout, parce qu'on parle de tous les morts. Le bâtiment historique de l'époque safavide de Rashkejenan, également connu sous le nom de palais de Rashk, a été détruit par des frappes directes américano-israéliennes. Voilà, tout est détruit, tout est mort. D'autres bâtiments ont été endommagés, selon Rola Sayed Al-Asghari, directeur adjoint du patrimoine culturel de la province d'Ispahan, notamment le pavillon Chez El Sotoun, le manoir Rakib Khané, pardon, la salle Timouride, la salle Ashraf et les fenêtres du palais Ali Kapou, et pas Ali Baba. Nombre de ces bâtiments et monuments étaient protégés par l'organisation Bouclier Bleu International qui a qualifié leur destruction de crime de guerre. 6 soldats français ont été blessés lors d'une frappe de drone sur une base à Malakara au Kurdistan irakien. Notre super président, for sure, Emmanuel Macron, a annoncé le 13 mars qu'un soldat français avait été tué lors de cette attaque. Le 13 mars également, afin d'atténuer les conséquences économiques de la guerre, les États-Unis ont temporairement levé les restrictions sur les ventes de pétrole russe. Cependant, cette mesure n'a eu que peu d'impact sur le prix du pétrole. Ça a rien changé en gros. Rien changé en gros. Si vous m'avez pas entendu parce que j'ai murmuré. L'Iran a annoncé une offensive coordonnée de la marine des gardiens de la révolution, de l'armée israélienne et du Hezbollah contre Israël, et des bases américaines Israël. Et, allez, je ne mets plus de points, c'est fini. Et des bases américaines. 5 secondes de pause. Ça fait 5 secondes. Donc, Israël a fait état de 58 je crois qu'il faut que j'aille me coucher. De 58 hospitalisations pour blessures suite à une frappe de missile. L'Iran a de nouveau ciblé les pays du Golfe avec des missiles et des drones, provoquant une hausse des prix du pétrole. Bahreïn a signalé des attaques contre des réservoirs de carburant. 2 personnes ont été blessées lorsqu'un drone hostile a percuté un immeuble résidentiel au Koweït. Les autorités koweïtiennes ont également déclaré que des équipements de défense et le principal aéroport international du pays avaient été attaqués et 6 lignes électriques auraient été mises hors service. Voilà. L'AFP a rapporté que des explosions ont été entendues dans le centre de Dubaï. Au même moment, l'agence britannique des opérations de commerce maritime a indiqué qu'un porte-conteneur avait été attaqué à 65 km, donc 35 milles nautiques, au nord de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis. Selon Al Jazeera arabique, les sirènes ont retenti dans toutes les villes de Jordanie. Et pour la troisième fois depuis le début du conflit, des missiles balistiques ont pénétré l'espace aérien turc et ont été interceptés. Ça fait beaucoup. Des explosions ont été entendues près d'Adana, ainsi que les sirènes de la base aérienne d'Incirlik. Israël a frappé plusieurs points de contrôle des gardiens de la révolution en Iran. Selon Reuters, ces attaques ont été menées suite à des renseignements fournis par des informations sur place. Reuters a également rapporté qu'Israël avait frappé des positions des Bassidj utilisées pour réprimer les manifestations iraniennes. C'est là qu'on en était à la fin des 2 premières semaines de la guerre en Iran. Donc voilà le résumé, la première partie en tout cas du résumé de cette guerre en Iran. Enfin au Moyen-Orient en tout cas, parce que évidemment beaucoup de pays ont été touchés, j'en ai marre. Donc, je crois que je vais beaucoup m'étirer après cette vidéo parce que j'en ai marre de rester assis comme ça là. Même mon ordi en a marre, il est déchargé. Donc, on est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie, bien sûr. J'ai vraiment pas envie de faire la deuxième partie en mai. Ce serait con de faire une vidéo résumée de mars en mai. Voilà. Mais bon, la première vidéo que je vais sortir en mai, je pense que ce ne sera pas une vidéo résumée d'avril parce que je pense que j'en ai un peu ras le cul. Je pense que je vais sortir un petit pays sur 10, une vidéo un peu décompresse. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Enfin, une vidéo de chill en gros, avant de repartir sur des bails ultra. Voilà, vous avez compris. Donc, évidemment, j'ai essayé d'introduire un peu plus d'humour dans ces vidéos parce que sinon, ça aurait été lourd. Déjà, ça aurait été long, ça aurait pas été fun. Et puis, enfin, je suis pas encore un pro du montage, donc il n'y a pas de montage dans mes vidéos et surtout, j'ai pas le temps de faire du montage de qualité. Donc, la vidéo va rester comme ça. Enfin, clairement, il y aura juste intro, outro, petite musique avant l'outro, comme il va probablement y avoir dans 30 secondes. Et c'est tout, enfin, je peux rien faire de plus, moi. Enfin, je peux faire plus si vous voulez, mais bon, je suis nul, donc je suis nul, j'ai pas le temps et j'ai pas envie. Donc, autant dire que je ne vais pas le faire. Euh, et voilà, du coup, j'ai essayé d'introduire l'humour parce que sinon, ça aurait été beaucoup de morts, beaucoup d'explosions, beaucoup d'histoires de bateaux de guerre, beaucoup d'histoires juste de guerre, en fait, de conflits, enfin, ça aurait été chiant, clairement, je pense, pour tout le monde.
j'essaierai de rendre cette vidéo aussi ludique que possible, mais je veux aussi que ma chaîne reste à but informative, mais je veux pas que ce soit chiant, je veux pas que ça devienne chiant, je veux pas que je devienne juste le gars qui lit des trucs sur son téléphone en s'en foutant, en ne sachant même pas ce qu'il dit, même si bon, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire HLE, mais bon, vous pouvez me pardonner sur ce coup-là, je pense, parce que si vous vous demandez, ce texte, alors oui, il est de moi, mais il est fortement inspiré du coup toutes les sources que j'ai pu trouver sur internet. On va notamment remercier Wikipédia, hein, je me sers énormément de Wikipédia pour mes vidéos résumées. Déjà c'est sur Wikipédia que je vais pour regarder un peu les gros titres de ce qui s'est passé en un mois, parce qu'ils font du coup, il y a des pages pour tout, il y a aussi des pages pour les mois, et du coup je peux regarder un peu les gros titres et ce qui m'intéresse. Bon là je savais, j'ai pas eu besoin d'aller sur Wikipédia pour me dire tiens je vais faire une vidéo sur l'Iran, ça peut être intéressant. Je savais que j'allais faire ça. Par contre un truc que je ne sais pas encore c'est le titre de cette vidéo, parce que c'est vrai que à la base je voulais l'appeler Iran de point le coup de grâce, mais je me suis dit en fait c'est pas l'Iran. Enfin, c'est un peu l'Iran, mais c'est pas complètement l'Iran, c'est un peu tout le monde. Donc, à la limite, je peux l'appeler Moyen-Orient, le coup de grâce, mais voilà. Je pense que je vais plutôt l'appeler un truc genre Iran, la série sur les gâteaux, ou un truc comme ça, je ne sais pas. Ou Moyen-Orient, la série sur les gâteaux, je sais pas. De toute façon, vous verrez bien le titre de la vidéo, hein, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'en ai marre, j'ai envie d'aller dormir, j'ai envie d'aller me reposer, j'ai envie de... Voilà. Cette vidéo va être postée le 20 avril, je pense, parce que là, vraiment, il est 19h09. J'ai pas envie. Enfin, je vais faire le montage, mais j'aurai pas le temps de la poster, je pense. Donc voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo pour la troisième fois, quatrième fois, je ne sais plus. Je suis en train de me dandiner parce que j'ai mal au cul. Euh, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo qui aura peut-être le même nom ou pas, je ne sais pas. J'arrive pas à croire que je peux enfin dire ça. Je suis libre. I am free. Comment il s'appelle? C'est gênant. Au revoir. Bye les papayes. Bye les papayes. Pardon, pardon.